L'étude qu'on a menée, la dernière étude, c'était sur une population d'enfants âgés de 8 à 12 ans. Nos premiers résultats montrent bien que non seulement il y a une différence donc, de connectivité cérébrale entre la population standard et les phylocognitifs. Qu'on peut observer avec des IRM. Avec une IRM, voilà. On voit plus de connexion en intracérébral et dans la connexion entre les deux hémisphères, il y a également une meilleure connectivité. À votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité ce matin s'appelle Fanny Nussbaum, bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe, merci. Vous êtes co-auteur d'un livre qui s'appelle Les phylocognitifs, sous-titré, alors le sous-titre est important, Il n'aime que penser et penser autrement aux éditions Odile Jacob. C'est un livre qui croise des regards sur une thématique qu'on croit bien connaître, mais qu'on connaît mal. Alors ceux qu'on appelait avant les surdoués, les enfants précoces, les enfants à haut potentiel, les zèbres, et que vous avez décidé d'appeler les phylocognitifs. Alors pourquoi avoir choisi ce terme et que veut-il dire ? Alors d'abord, pourquoi avoir choisi ce terme ? Parce que on n'était pas satisfait des termes qui étaient proposés, que vous avez énoncés auparavant. Alors, c'est qui n'était pas satisfait ? D'abord, nous, les professionnels, parce que chacun des termes avait quelques défaillances qui faisaient que ça décrivait pas totalement le phénomène. Et puis, le grand public en général, pour beaucoup, on nous a souvent demandé de trouver des termes ou un terme plus adapté. Oui, donc, plus adapté, mais certainement qui complique la chose. Parce que phylocognitif, pour vous dire, la plupart des gens vous diront pas de quoi on parle. Alors, oui et non. En fait, c'est vrai que c'est un terme qui peut paraître un petit peu barbare comme ça, mais quand je vais vous l'expliquer, ça va devenir limpidissime. Allez, limpidissez-moi. Limpidissons donc. Alors, phylocognitif, d'abord le préfixe philo, ça veut dire aimer, aimer, investir beaucoup, avoir même peut-être une passion pour quelque chose. Et cognition, on voulait que ça parle de cognition, c'est-à-dire de toutes les interactions cérébrales, de tout ce qui se passe dans le cerveau pour parvenir à la compréhension et à la connaissance. Donc phylocognition, finalement, c'est assez simple. C'est un phylocognitif, c'est quelqu'un qui investit beaucoup la cognition, qui a besoin de penser, qui a besoin de réfléchir en permanence. Donc finalement, vous voyez que c'est pas si barbare que ça. Voilà, qui a besoin Alors la réflexion, c'est central, la pensée. Et la pensée, elle tourne en boucle, elle s'arrête jamais. C'est la pensée nourrit la pensée. Exactement, vous avez tout compris, c'est la pensée qui nourrit la pensée, c'est ce besoin, autant pour des toutes petites questions comme pourquoi Philippe a mis son bonnet de telle façon, pourquoi il tient sa feuille de telle façon et pourquoi le monsieur derrière a mis son pied sur sa cuisse comme ça. Enfin, je veux pas. Non, j'ai noté des exemples pour que ça parle aux gens, mais voilà, ils vont peut-être se retrouver. Alors, si je prends un café au bar, où placer ma bouche pour qu'elle soit en contact avec le moins de bouches possible qui ont déjà été en contact avec la tasse. Quand je regarde le ciel, où commence-t-il et à partir de quand il est bleu? Donc ça, c'est des exemples. Pourquoi est-ce qu'un bruit, quand je le fais, ne me dérange pas et que quand les autres font, ça me dérange? Enfin, c'est plein de questions essentielles. Est-ce qu'une personne qui est obèse a plus de chances de survivre en cas de famille puisqu'elle a des réserves de graisse? Voilà, c'est toutes les... Et si je mange du chocolat, pourquoi est-ce que le chocolat a toujours le même goût alors que finalement les fèves de cacao viennent d'un autre pays et avec une autre terre et tout ça? Tout à fait. C'est ce genre de questions. Mais c'est valable sur tout en fait. C'est valable sur tout et n'importe quoi. Donc ça part de toutes petites questions comme ça jusqu'à est-ce qu'il y a des limites à l'univers et si oui, lesquelles? Dieu. Vous avez 3 heures. Voilà, alors on va... écoutez, je vais répondre à toutes ces questions en 3 heures, ça me semble faisable. Alors, vous êtes fondatrice du centre Psyrène, Psychologie, Recherche et Neurosciences, et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous avez une approche nouvelle, et on va dire plus complète, puisqu'elle décrit mieux certains troubles de la phylocognition, mais en plus vous avez les dernières recherches en termes de neurosciences, donc avec les observations des cerveaux. Voilà. Et est-ce que les cerveaux de ceux qu'auparavant on appelait les surdoués, et c'est vrai que les gens sont quand même encore attachés à cette étiquette de surdoués, sont différents quand on les observe,
est-ce qu'on voit des zones du cerveau qui sont différentes dans notre cerveau? Oui, tout à fait. Alors, nous, l'étude qu'on a menée, la dernière étude, c'était sur une population d'enfants âgés de 8 à 12 ans. Donc, voilà, on peut pas dire que c'est les cerveaux de tous les surdoués au potentiel phylocognitif qui sont comme ça. Mais en tout cas, ça nous donne déjà une certaine ouverture. Et aujourd'hui, on est sur une étude, cette fois-ci sur des adultes, pour pouvoir confirmer nos premiers résultats. Mais nos premiers résultats, donc sur les enfants, montrent bien que non seulement il y a une différence donc, de connectivité cérébrale entre la population standard et les phylocognitifs. Donc qu'on peut observer avec des IRM. Avec une IRM, voilà. Donc là, ça s'appelle une IRM par tenseur de diffusion qui nous permet de voir la connectivité cérébrale, mais on s'en fiche un petit peu de l'aspect technique. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une connexion qui est différente ou on voit plus de connexions? Les deux. En fait, on voit que, pour parler de plus de connexions, en intracérébral, c'est-à-dire à l'intérieur de chaque hémisphère cérébral, il y a une meilleure connectivité. Et dans la connexion entre les deux hémisphères, il y a également une meilleure connectivité. Donc, ça se voit. Ça se voit, et ça se voit de façon, pour nous scientifiques, on dit de façon significative. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard. Donc, on a pu percevoir cette différence. Et puis également, je vais un peu plus loin dans la question que vous me posiez, on a pu aussi percevoir des différences entre les deux profils de phylocognition qu'on a proposés, qui sont les profils laminaires et complexes. Voilà, laminaire et complexe. On va expliquer ces deux profils, peut-être que vous en connaissez. Une question qui revient souvent, c'est quels sont les outils dont vous disposez aujourd'hui, chercheurs et praticiens, pour détecter ces enfants à l'intelligence de haut niveau? Alors, en tant que praticien, désolée pour le bruit, en tant que praticien, on a... Un bruit, ça me dérange pas non plus. C'est vrai? Même si c'est pas moi qui le fais. C'est la vie, c'est comme ça, donc je peux... Ok, donc vous êtes bien adapté, vous, socialement. Ça va? Et moi, c'était désolée pour le monsieur du son. Il est sourd. Ok. Donc, pour vous, praticiens? Donc, pour nos praticiens, on a deux façons de pouvoir évaluer la phylocognition. La première, c'est notre compétence de praticien, avec un tableau clinique bien spécifique. Donc, nous, pour le livre, parce qu'on avait beaucoup de frustration par rapport à tout ce qui était dit sur la phylocognition, ou ce qu'on appelait le haut potentiel, on a voulu réduire l'observation clinique à 3 points, qu'on a appelés l'hyperspéculation, l'hyperacuité et l'hyperlatence. Donc, un bon praticien doit être capable d'évaluer ces 3 points et de se dire « Ah ben oui, là, on a bien un phénomène de phylocognition parce que les 3 points sont là. » Ça, c'est super nouveau. Bon, ça, c'est ultra nouveau. Bon. Sur le plan, un plan plus... Vous savez, les bons vieux tests, là. Exactement, c'est là que j'en venais. Donc, le fameux test du QI nous sert également à évaluer un haut potentiel. Alors, je dis bien évaluer, c'est un terme qui est important parce que c'est pas une maladie, la phylocognition, le haut potentiel, la surdouance, c'est pas une maladie, donc on va pas dire diagnostiquer, hein, on va dire évaluer, identifier. Donc pour l'évaluer, le chiffre, oui. On a ce test du QI qui s'appelle une échelle de Wechsler. Et cette échelle de Wechsler, elle va nous donner une indication avec un QI à 130, le seuil pour pouvoir... Voilà, le curseur, c'est 130. La moyenne, c'est entre 90 et 110. Et puis, à partir de 125, 130, en fonction même des pays, ça va être 125 ou 130, on va pouvoir parler de phylocognition. Est-ce que vous évaluez, alors un autre élément dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est le QE, le quotient émotionnel? Alors, c'est pas votre truc. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, il faudrait faire le complément. Alors, le QE, aujourd'hui, il est, à mon sens, très important. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'outils d'évaluation qui sont hyper fiables. Alors, il y a des outils qui existent, qui sont très bien, mais qui ne sont pas encore, à mon sens, en tout cas, suffisamment solides pour qu'on puisse les utiliser. Mais il y a plein de pistes hyper intéressantes, donc c'est pas du tout à mettre de côté.
Bon, alors, vous nous écoutez peut-être chez vous, dans votre voiture, vous avez des enfants, vous allez peut-être vous reconnaître dans quelques-uns des portraits qu'on va dresser ce matin. Vous parliez des caractéristiques qui permettent de distinguer ces enfants à haut potentiel. Donc, vous en distinguez 3 principales. Alors, l'hyperspéculation, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui jouent en bourse? Oui, c'est ça. J'ai pas fait humour au bac, donc je suis désolé. C'était très très drôle, je vous le Ah, confirme. ça vous êtes parfaite. Et je suis hilar. Donc, l'hyperspéculation, c'est la capacité d'un individu et même le besoin d'un individu de toujours chercher plus loin, de toujours aller pêcher le plus d'informations possible pour trouver toutes les possibilités de pousser plus loin le raisonnement. C'est toujours des idées nouvelles. C'est toujours des idées nouvelles, de l'extrapolation. Il n'y a jamais d'évidence, en fait, chez un philocognitif. On lui dit le ciel est bleu. Ben oui, mais ok, tu me dis que le ciel est bleu, mais est-ce que vraiment il est bleu chez toi comme il l'est chez moi? Est-ce qu'on pourrait le percevoir de façon différente si on avait un système cognitif qui était différent? Est-ce que réellement il est bleu? Si vous le croisez à la machine à café, je vous préviens, ça vous prend la matinée. Donc c'est chronophage, hein, si vous commencez à... Parce que lui, il aime ça, en fait. Il se nourrit de ça. C'est ça. De cette confrontation d'idées. Là, vous pouvez plus l'arrêter. Alors, ça va dépendre aussi de son profil, hein. Il y a des profils qui sont beaucoup plus rationnels, comme le profil laminaire, où avec lui, vous pourrez arrêter la pensée. Il a des limites. Mais en tout cas, il y a une grosse appétence pour la pensée, quelle qu'elle soit. Et le débat d'idées. Exactement. Ça, c'est... Alors, deuxième caractéristique, l'hyperacuité dont vous parlez. Alors, on peut parler aussi d'un radar, d'un sonar, d'un 6e sens. Exactement, c'est tout à fait ça, puisque les termes que vous employez sont d'autant plus justes qu'on a pu voir le substrat neurophysiologique de cette hyperacuité, qui est le fait de... qui s'appelle le système de science. Et ce système-là, ce système cérébral, c'est le système qui fait qu'on est en alerte toujours, que pendant que nous, on est en train de discuter, tous les deux, on a notre système de sensoriel, émotionnel, qui nous dit si on est en sécurité ou pas, alors qu'on est en train de penser à autre chose. Donc ce système de science, ce système d'alerte, il est assez éveillé, élevé chez les philocognitifs. Et donc ces philocognitifs, ils ont une sensibilité extrême aux émotions, aux sensations. Peut-être que, justement, on parlait des bruits tout à l'heure, peut-être que des bruits assez classiques du quotidien vont les déranger, parce qu'ils auront un seuil de détection plus bas, mais aussi parce que ça va vite les gêner. Ils n'arriveront pas à faire abstraction, comme la lumière, et comme également les émotions. Donc ils ont cette capacité de percevoir les choses avec une extrême sensibilité. C'est ça. Et la troisième caractéristique que vous évoquiez tout à l'heure, c'est l'hyperlatence. Alors, qu'est-ce que vous appelez, vous, le phénomène d'hyperlatence? Alors là, je me suis référée à la latence telle que les psys l'utilisent, c'est-à-dire cette phase de latence où chez l'enfant, vous savez, à partir de à peu près 7 ans jusqu'à l'adolescence, on a l'impression que chez l'enfant, il ne se passe pas grand-chose sur le plan cognitif, qu'il n'est pas hyper éveillé, etc. Alors qu'en fait, en jachère, il se passe beaucoup de choses et ça explose à l'adolescence. Donc j'ai appelé hyperlatence, ou on a appelé hyperlatence, ce phénomène chez les philocognitifs où il se passe plein de choses pendant que leur pensée part un peu dans tous les sens, pendant qu'ils sont en train de dormir, c'est une forme de rumination mentale. C'est ça, sauf que la rumination mentale, c'est quand ça devient négatif. C'est quand on n'arrive pas à sortir d'une idée. Quand on dit quelqu'un qui rumine, c'est quelqu'un qui tourne en boucle. Qui tourne en boucle et qui n'arrive pas à sortir de ses pensées négatives. Là, il y a cette forme de boucle mentale qui ne s'arrête pas, mais qui ne s'arrête pas sans qu'ils en soient conscients. C'est presque, nous on dirait, du préconscient. Et puis tout d'un coup, il y a un eureka. Ça amène très souvent un eureka. J'ai trouvé la forme. Sous la douche, bim.
Exactement, sous la douche, devant un feu de bois, devant la télé quand on pense un petit peu à autre chose, un peu avant de s'endormir, après le sommeil. Vous apportez un nouvel élément dans cette observation et dans cette compréhension des hauts potentiels, des enfants surdoués, et vous introduisez un nouveau mot, donc vous avez décidé de les appeler les phylocognitifs, et on en distingue 2 familles. Exactement, on en distingue 2 familles. Alors c'est pas seulement les enfants, hein, c'est enfants, ados, adultes. Notre étude a porté sur les enfants, mais le livre parle également des adultes. Donc pour parler des phylocomplexes et des phylolaminaires, d'abord les phylocomplexes sont ceux qui semblent en apparence les plus en difficulté parce qu'ils présentent déjà des capacités qui sont assez hétéroclites, ils peuvent avoir de grandes capacités dans un domaine et de moindres capacités dans d'autres domaines. Et ça, on le voit bien souvent avec le fameux test du QI dont on a parlé. Et puis, ce sont des gens qui peuvent présenter des difficultés comportementales, une difficulté d'adaptation parce qu'ils n'ont pas vraiment les codes pour comprendre ce qui est attendu d'eux, parce qu'ils se sentent également assez incompris dans leur manière de fonctionner. Donc, ils sont particulièrement sensibles aux émotions et ils n'arrivent pas à laisser passer des choses que la plupart des gens laisseraient passer. Donc, ils prennent beaucoup pour eux, à cœur, et pour eux, tout ce qui peut se passer dans leur quotidien. Alors, on l'a vu tout à l'heure, il présente une pensée en arborescence, se pose des questions. Il y en a une que j'ai pas donnée tout à l'heure, mais que j'aime beaucoup. Enfin, il y en a plusieurs. Pourquoi on dit que la chaleur monte alors qu'il fait froid en montagne? Donc ça, c'est drôle. Oui, j'ai pas la réponse. Je sais pas si vous l'avez. Non. Et pourquoi les parents ont-ils une plus grande chambre que les enfants alors qu'ils ont l'habitation entière à occuper, alors que les enfants n'ont qu'une pièce pour vivre avec tout leur univers? Ça, c'est drôle. C'est ça. Et oui, et ça, c'est une question qu'un enfant m'a posée et que je trouve tout à fait juste. Et un monsieur qui avait lu le livre m'a dit que son fils lui avait fait la même réflexion, avait vraiment tilté sur ce point-là en disant « mais c'est vrai, pourquoi ?» Pourquoi est-ce que c'est vous qui avez la plus grande chambre finalement? Une question qui revient souvent. Alors, pendant longtemps, on a dit que les enfants surdoués, c'était génial. Enfin, c'était génial d'avoir un enfant surdoué. Et après, on a commencé à parler d'échecs, finalement, et on s'est interrogé de savoir pourquoi, finalement, une haute intelligence, ça pouvait conduire à des échecs, par exemple, dans la vie professionnelle. C'est ça. Ce qui paraît paradoxal, finalement. Exactement. Alors, en fait, il y a eu des périodes, historiquement, il y a eu d'abord une période où on parlait principalement des surdoués. Là, c'était la période des petits génies, des premiers de classe, des singes savants. Les parents disaient, mon fils est surdoué, donc ils étaient super contents. Et là, voilà, c'était extraordinaire. Et puis ensuite, il y a eu un mouvement qui a été tout à fait juste, hein, bien sûr, qui est parti entre autres de Jean-Charles Terrassier, et où là, on a décrit plutôt les précoces au potentiel, et où on a dit, mais en fait, ce sont des personnes, et particulièrement des enfants, qui ont des difficultés d'adaptation, et même qui peuvent être en échec scolaire. Alors, ils ne le sont pas tous, bien évidemment, mais qui peuvent rencontrer l'échec scolaire. Gardons-nous des généralisations. Hein. Voilà. Donc, ils n'ont pas tous des problèmes, mais quand ils en ont, ça peut être déroutant. On peut se dire, mais comment ça se fait qu'avec une telle intelligence, cet enfant est en échec scolaire, ou qu'avec une telle intelligence, cet adulte est en échec professionnel. Et la réponse, elle est à la fois simple et compliquée, bien sûr. La réponse, c'est que de penser de façon différente, ça crée une difficulté d'adaptation aux autres, d'adaptation au monde. On n'arrive pas forcément à entrer dans des cases qui sont souhaitées par la société. Donc on répond pas à la demande, scolaire, et on répond pas à la demande sociale. Et puis c'est que aussi que parfois cette forme de pensée, elle est incomprise par le monde extérieur, donc elle ne peut pas être utilisée à sa juste valeur. Et d'où les profs sont souvent en échec avec ces élèves-là, parce que comme leur mode de raisonnement n'est pas le même,
Donc, ils ne comprennent pas. Vous leur expliquez 10 fois la même chose, ils ne la comprennent pas. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut leur expliquer. Exactement. Et parfois même, vous leur expliquez 10 fois la même chose et ils ont compris depuis longtemps. Mais étant donné qu'ils ont compris depuis longtemps, ça les barbe de rester sur le sujet. Et ils ne répondent pas à la question correctement parce qu'ils sont déjà bien ailleurs. Donc, vous expliquez dans votre livre quel comportement adopter face à des enfants, par exemple, qui sont scolarisés oui. ou dans leur vie, donc voir ce qu'il faut faire. Les parents peuvent commencer à s'en rendre compte à quel âge ? Assez tôt, on parle déjà d'un regard très fixe en étant bébé, d'un regard qui fixe l'attention. On parle aussi d'un langage précoce. Alors ça, pour le langage précoce... Ou tardif. Alors ça peut être tardif, par exemple, comme Albert Einstein. Mais voilà, pour le langage précoce, ce qu'on entend assez souvent... Je pense que c'est à relativiser. En fait, ça dépend des profils de phylocognition. Chez un complexe, on pourra avoir un langage précoce et fourni. Parce qu'ils ont trop de choses à dire, en fait. Et voilà, ils ont plein de choses à dire et ils ont une dominante de l'hémisphère gauche qui est l'hémisphère du langage. Donc, probablement que le langage arrive tôt. Mais pour les laminaires, par exemple, ça peut ne pas être précoce. Le langage peut ne pas arriver précocement. Mais quand il arrive de façon nickel. Voilà. Parce qu'eux, ce sont des observateurs, en fait. Voilà, ce sont des observateurs. Ils prennent le temps ils ont besoin de temps pour intégrer les informations. Mais une fois qu'elles sont là, ça va coller parfaitement aux attentes de l'environnement. On demeure phylocognitif toute sa vie. C'est-à-dire qu'un enfant qui a été phylocognitif sera un adulte phylocognitif ou il y a un moment donné où oui, et ça, on rentre dans le rang. C'est bien pour ça que le terme de précocité n'est pas adapté, parce que si on est précoce, ça veut dire que cette précocité peut se rattraper. Or, ce n'est pas le cas. Donc oui, on demeure phylocognitif toute sa vie. Et votre question est d'autant plus intéressante qu'on peut faire le lien avec le test du QI, le fameux test du QI, qui est un outil évidemment très très utile pour nous, mais qui n'est qu'un outil. Vraiment, je tiens à le dire, il nous arrive, c'est pas rare, c'est pas souvent non plus, mais c'est pas rare. Il nous arrive de tester un enfant à l'âge de 10 ans et qu'il ait 145 de QI, et puis de le retester 4 ans plus tard et qu'il soit à 110. Et est-ce que c'est la compétence du psy qui l'a testé qui est à remettre en question? Est-ce que c'est le fait qu'il ait perdu son intelligence? Évidemment que c'est rien de tout ça, parce que la plupart des praticiens sont compétents, évidemment, et qu'on ne perd pas son intelligence, c'est pas possible. Donc la réponse, c'est simplement que déjà, le test du QI n'est qu'une photographie de l'instant. Et si on a 100 chez un enfant dont on est sûr d'avoir un tableau clinique de phylocognitif, ce n'est pas les chiffres qui vont nous dire la vérité, mais c'est simplement le clinicien qui, avec sa bonne intuition de clinicien et ses bonnes connaissances de clinicien, va pouvoir dire non, moi, c'est pas parce qu'il a son QI à 100 que je ne dirais pas qu'il est phylocognitif, il est bien phylocognitif. Et dans le sens inverse, si à un moment il y a eu un QI à 145 et que tout d'un coup on l'a perdu, ce QI à 155, ça ne veut pas dire qu'on a perdu son intelligence, mais seulement qu'à ce moment-là de sa vie, on est moins apte à présenter des résultats parce qu'on n'est pas bien dans sa vie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est malade, parce qu'il y a des difficultés personnelles qui viennent masquer ce haut potentiel, cette phylocognition à ce moment-là. Mais vous dites qu'on l'est à vie, mais est-ce qu'on peut le devenir en cours de la vie ? On peut, pareil, question super intéressante, on peut améliorer ses capacités cognitives. Après, jusqu'à devenir phylocognitif, je ne sais pas, parce que c'est un mode de fonctionnement qui va aussi avec un type de personnalité, de besoin. Donc, on peut améliorer énormément ses capacités cognitives, mais pas jusqu'à forcément avoir besoin de penser en permanence. Bon, donc on ne le devient pas. Donc, les phylocomplexes, qui est un des deux profils cousins que vous distinguez, comme leur nom l'indique, ne sont pas simples à comprendre. C'est ça. Donc, quels sont les principaux traits que vous pouvez nous en dire ? Alors, les phylocomplexes, ce sont des personnes
qui sont particulièrement imaginatives, créatives, qui ont une richesse intérieure très très forte. Ils ont ce besoin de penser en permanence, et ils ont aussi ce besoin de beaucoup remettre en question ce qui leur est apporté. Par exemple, l'autorité, c'est quelque chose qu'ils peuvent remettre en question. Voilà, l'autorité, en fait, les philocomplexes, ils n'ont pas la notion de la différence hiérarchique. Ils n'ont pas la notion de la différence sociale entre les individus. Donc, ils vont s'adresser au président de la République comme ils s'adressent à leurs copains de chambrée, quoi. Donc, ça, pour eux, l'autorité, c'est assez difficile. Il faut leur expliquer le pourquoi on leur demande de faire les choses de telle et telle façon. Mais par contre, il faut aussi être nuancé dans les explications, parce qu'à un moment, ils peuvent aussi utiliser ce fil-là. Donc, quand on entre trop dans les explications, on tombe vraiment dans leur terrain de prédilection, dans leur terrain de jeu. Et là, ils déroulent. Et là, ils peuvent jouer avec vous aussi. Comme ils sont plus malins que vous perdez. Voilà. Donc, il y a un moment où il faut donner les explications, puis il y a un moment où il faut arrêter les explications. Je donne un exemple tout bête. Pour les enfants, le brossage de dents. Va te brosser les dents. Alors, avec un enfant standard, peut-être qui peut ne pas vous poser la question de pourquoi. Avec un enfant philo-cognitif, il va vous dire, mais pourquoi il faudrait que je me brosse les dents, et pourquoi c'est 2 minutes avec une brosse à dents électrique et 3 minutes avec une brosse à dents normale, et pourquoi si j'ai des dents de lait, j'ai pas besoin de les brosser puisque de toute façon je vais en avoir d'autres. Et là, vous allez avoir plein de questions. Vous êtes mort dans le game. Exactement, vous êtes mort dans l'œuf. Donc, il y a des explications à donner, c'est sûr. Mais une fois qu'on a donné ces explications, une fois, on ne réitère pas tous les soirs avec les mêmes explications. Je t'ai expliqué pourquoi. Maintenant, tu te brosses les dents, c'est comme ça et pas autrement. Donc souvent inadaptés socialement, avec des idées originales et créatives, attachants, irritants, ils sont perçus souvent comme des extraterrestres, pour ceux qui les connaissent. Ils passent rarement inaperçus, contrairement à leurs cousins. C'est ça. Eux, on les remarque plus finalement que les laminaires. Oui, c'est ça. Ils dégagent une énergie particulière, quelque chose qui fait que souvent ils électrisent un petit peu l'énergie ambiante. Et oui, ils passent rarement inaperçus. Ça peut être pour leur bien ou pour leur mal. On les aime ou on les aime pas. On n'a pas un avis indifférent. C'est ça. C'est toujours retranché. Donc, on a dû donner quelques exemples dans le livre, mais ça peut être Charlie Chaplin, voilà, qui ne laissait pas indifférent, aimait, détester, qui pouvait créer des polémiques sans même le vouloir. Parfois, un philo-cognitif à profil complexe va dire des choses qui, pour lui, paraissent tout à fait simples et qui vont créer un mouvement hallucinant autour d'eux, quoi. Et pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de renvoyer toujours une image spectaculaire d'eux-mêmes ? Ça, je ne crois pas que ce soit un besoin. Au contraire, souvent, ils le subissent. Ils sont comme ça. Ils sont toujours en mouvement, donc c'est toujours pas too much, mais c'est... Oui, disons qu'ils ont une pensée atypique. Donc, quand ils présentent cette pensée au monde, le monde peut être choqué très souvent, alors que pour eux, c'est une pensée normale. Mais c'est pas toujours voulu, cette provocation. C'est vrai que souvent, on croit qu'ils le souhaitent. Alors, parfois, bien sûr, ils le souhaitent. Être dans la lumière, quoi. En fait, ils veulent qu'on s'intéresse à eux. Oui, en fait, ils ont une grosse avidité émotionnelle. Ils ont un gros besoin d'amour, un gros besoin de lumière. Parce qu'ils se sentent, depuis tout petit, ils se sentent pas à leur place. Et donc, ils sont obligés de ramer pour pouvoir être vus, être aimés, alors que les profils laminaires, eux, sont aimés assez naturellement, sont promus par le système assez naturellement. Mais les profils complexes, eux, ne se sentent pas suffisamment vus et ont besoin toujours d'être vus, aimés. Et qu'on les rappelle, aimés. Voilà. Beaucoup de gens, dès qu'on commence à parler de haut potentiel et de surdoués, les gens tout de suite dressent une oreille. Il y a beaucoup de parents qui pensent que leurs enfants le sont d'ailleurs. Oui, et ça, de plus en plus, moi je le vois. Eh bien, je ne suis pas sûre que... Alors, si, en fait, je suis sûre, vous avez raison. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de parents qui sont sûrs que leur enfant est au potentiel et qu'il est philo-cognitif. Mais je crois que dans la plupart des cas, c'est vrai. J'aimerais vraiment rendre aux parents quand même
comment on pourrait dire, leur rendre justice, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. On me dit, mais alors tu dois recevoir tout le temps des parents qui croient que leur fils est la dernière merveille du monde, qu'il est philo-cognitif, qu'il est super intelligent. Alors comment tu fais en plus pour leur dire que c'est pas le cas, parce que ça doit vraiment pas être toujours le cas. Et en fait, je voudrais dire que les parents, ils ont souvent une bonne intuition et qu'ils connaissent bien leur enfant. Et que bien sûr, ça arrive que parfois, il y ait un mauvais jugement. Parce qu'ils le sont eux-mêmes, enfin, un des deux parents l'est, et il parle même de fratrie. Oui, alors on reconnaît, alors c'est pas systématique. Hein, non, mais moi j'entends parler aujourd'hui de fratrie. C'est vrai, très souvent, mais quand on dit très souvent, pour nous scientifiques, mais voilà, on entend parler de fratrie. On observe souvent des fratries de philo-cognitifs, on observe souvent aussi une relation entre un des deux parents, voire les deux parents, et un enfant philo-cognitif. Donc oui, c'est vrai qu'on l'observe, mais parfois c'est pas du tout le cas. Et même dans ces cas-là, eh bien, les parents, à mon sens, ont très souvent de bonnes intuitions. Donc, on va beaucoup plus trouver des philo-cognitifs dans la société parce que simplement, on a beaucoup plus communiqué sur le sujet ces dernières années, ces 10, 20, 30 dernières années, on en a beaucoup parlé. C'est devenu un sujet qui s'est beaucoup démocratisé, donc les gens sont beaucoup plus sensibilisés. Et c'est pas parce qu'il y en a plus qu'autrefois. Et également, quand les parents vont parler de la philocognition de leur enfant, vont venir nous voir en disant « à mon avis, il l'est », et ben dans la plupart des cas, ils ne se trompent pas. Ils ont raison. Nous parlons des philos complexes. Hein. On a vu qu'ils étaient attachants, perçus comme des extraterrestres avec des idées, plein d'idées. C'est visionnaire. C'est des zappeurs. Oui, alors ils sont très visionnaires. Oui, ils ont une avance sur tout le monde, en fait. Oui, je ne sais pas si on peut parler d'avance, mais en tout cas... ils sentent l'époque. Hein. Est-ce que ça vous embête si je parle neurosciences une seconde ? Ça m'arrange. Ah, très bien. Alors, la fille qui se la pète. Yeah. Allez-y, partagez avec nous. C'est tout moi, la fille qui se la pète. Alors, donc, en me la pétant, je vais vous expliquer que ce qu'on a pu voir dans notre étude, c'est que la surconnectivité qu'on a observée chez les philocognitifs en général, c'était une surconnectivité particulièrement dans le cerveau gauche des philocomplexes. Ce qui veut dire, le cerveau gauche, c'est le cerveau du langage. C'est le cerveau qui traite le langage et qui traite aussi le langage intérieur. Et puis, le cerveau gauche, c'est aussi l'hémisphère qui est le plus autonome. C'est le mastermind. C'est celui qui va être en fait diriger les deux. Le pilote. Exactement, c'est le pilote des deux hémisphères. Et donc, l'interprétation qu'on en a fait, c'est que le philocomplexe, il a une pensée qui est très personnelle parce qu'il est beaucoup dans cette boucle intérieure, dans ce langage intérieur très très riche et qui est peu influencé par l'extérieur. Donc quand il a un modèle, quand il a une idée, quand il a une vision, eh bien, et qui va confronter cette vision à l'extérieur, finalement, il ne va pas chercher à infirmer sa vision à l'extérieur, il va chercher tout ce qui va pouvoir confirmer sa vision dans son modèle à l'extérieur. Donc, confronter, qu'il a raison. Exactement. Donc ça a un côté très positif, c'est que sa vision, elle est très personnelle et elle n'est pas influencée par l'extérieur. Et ça a un côté aussi négatif, c'est que du coup, il ne va pas modifier sa manière de voir les choses. Il préfère avoir raison par-dessus tout. Exactement. Et contre tous. Ça, c'est compliqué. Et c'est plus fort que lui. Et ça le fait souffrir aussi, beaucoup, de chercher à avoir raison. Là où il faut freiner, il accélère. Il ne peut pas lâcher l'affaire. Voilà. C'est pas possible pour lui. Mais ses visions sont atypiques, sont assez exceptionnelles et ça, c'est chouette. C'est génial. Alors, ça va bien dans quel genre de métier ? Ça va dans des métiers créatifs, évidemment. Ça va dans des métiers peut-être comme le vôtre, comme journaliste, où on peut pas, où on veut présenter les choses de façon différente, où on veut pas, où on doit avoir un esprit critique. Non, vous n'avez pas l'air d'accord avec ça, non ? Ah non, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut être dans l'air du temps, il faut être dans le politiquement correct. Il faut dire ce que tout le monde dit. Ok, mais alors peut-être que on peut dire il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur, et la différence entre le bon journaliste et le mauvais journaliste, c'est peut-être que regardez les médias. Est-ce que vous trouvez que les gens ont des points de vue très différents dans les médias ?
Bon, voilà, on ne peut oui pas et non. généraliser, mais... Oui, je pense que dans les médias, il y a plein de gens qui ont un état d'esprit très différent et qui sont relayés aussi par des journalistes qui ont un état d'esprit différent. Après, c'est des leaders ou pas? Les philo-complexes? Ouais, les philo-complexes. Est-ce que ça fait des bons leaders, des bons dirigeants Encore ou une pas? fois, je vais vous répondre un peu tièdement. Ça peut comme ça peut ne pas. D'accord. Ça peut être des super leaders quand ils utilisent leur grand charisme pour faire des choses bien, pour Mélenchon, par exemple. Voilà, Mélenchon... peu importe ce qu'on pense de lui politiquement, c'est vraiment un archétype de philo-complexe qui est un leader, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, peu importe. Mais voilà, lui, c'est un leader. Pour d'autres, ça peut faire des gens qui ont tendance, partout où ils vont, à s'aborder la conversation. Ils vont arriver, il va y avoir un grand débat, et ils vont tous aborder, ils vont dire mais non, c'est pas vrai, mais non, c'est pas vrai, et puis ils vont pas faire avancer les choses. Donc là, ce sera pas des leaders, au contraire, ce sera des gens qui seront plutôt destructeurs. Donc, il y a un passage, et là je vous invite à lire le livre sur l'estime de soi et la confiance en soi. Souvent, si vous en connaissez autour de vous, vous avez l'impression qu'ils se la pètent, alors je disais tout à l'heure, mais qu'ils ont énormément confiance en eux. Alors que c'est tout l'inverse. Pardon. Non, il faut l'expliquer ça. Oui. C'est quoi la différence que vous faites entre l'estime de soi et la confiance en soi? Alors oui, j'ai dit c'est tout l'inverse. Pour la confiance, c'est vrai, mais c'est tout l'inverse pour l'estime. L'estime. Voilà, parce qu'il y a ces deux notions qu'il faut bien comprendre. Quelle estime ont-ils d'eux-mêmes? Vous avez raison, c'est très important. Et pourquoi est-ce qu'ils le développent ils le contrebalancent par un trop de confiance en eux affiché? Alors l'estime de soi, c'est la capacité d'un individu à se sentir comme étant quelqu'un de valable, quelqu'un de bien, qui a sa place dans le monde. La confiance en soi, c'est la capacité à s'imposer au monde, à être suffisamment fort, costaud pour défendre ses idées, pour se battre pour une cause, etc. Donc ce sont deux choses différentes. Souvent on confond les deux. Et on peut avoir estime de soi et confiance en soi, comme on peut n'avoir que de l'estime de soi ou que de la confiance en soi. Alors bien sûr, il y a on peut s'estimer beaucoup, être très timide et très discret. Exactement, et souvent ça va avec, en tout cas chez les laminaires. Donc chez les profils complexes, on va avoir souvent une très faible estime de soi, qui se voit pas beaucoup, mais qui fait qu'on se sent pas valable, on se sent pas à sa place, on se sent pas justifié dans tel ou tel rôle. Par contre, présenter une énorme confiance en soi, même trop de confiance en soi, parce que depuis tout petit, on a dû se battre pour faire sa place, pour être entendu, pour être aimé, exister, etc. Et donc, on a dû relever les manches, et à ce moment-là, on a développé une grosse confiance, qui parfois est un excès de confiance, parce que parfois, on n'a pas été attaqué, et on va répondre de façon un peu trop forte. Voilà. On va parler des philo-laminaires. C'est bien parce que l'exemple de Mélenchon, il parle à tout le monde. Ouais. Alors dans votre livre, les exemples sont un peu datés. Ça manque de figures neuves. C'est fait exprès. D'accord. Ah oui, parce que vous voulez pas que... En fait, je voudrais pas que ce livre se démode. Donc, du coup, je prends des exemples qui sont anciens. Intemporels. Voilà. Moi, j'ai cherché des exemples des philo-laminaires. Donc, c'est la deuxième catégorie que vous distinguez. Alors, eux, c'est monsieur et madame parfait, naturellement doués. En apparence. Oui. Sélectifs, privilégier l'action au mot, conscients de leurs valeurs, mais n'en abusent pas. À quoi ils carburent alors eux? Leur carburant principal, c'est le besoin de créer un consensus social. Pardon, c'est le besoin de faire en sorte que leur groupe d'appartenance, que leur communauté soit bien. Voilà, ça c'est vraiment leur carburant principal. Ils placent l'intérêt collectif avant l'intérêt particulier toujours, mais dans le but d'être en sécurité. C'est ça, dans le but d'être en sécurité, mais aussi de mettre leur système, les leurs en sécurité. Donc, ce sont des gens qui ont, pareil, toujours besoin de penser, toujours besoin de comprendre le pourquoi du comment. Ça ne s'arrête jamais non plus. Simplement, ce qu'ils vont en faire, c'est au service
de la communauté. C'est pas des gens qui dérangent, contrairement aux philo-complexes. Ce sont des gens qui vont... l'environnement va les solliciter. Ils sont suffisamment donc intelligents pour pouvoir répondre aux sollicitations de l'environnement de façon correcte. Et à chaque fois, l'environnement monte la barre de plus en plus haut. Et eux, facile. Et eux, facile, ils répondent sans aucun problème. Donc c'est pour ça. Et en plus, ils sont socialement adaptés parce que eux, contrairement aux complexes, eux, leur dominante, là où ils sont supérieurs en connectivité cérébrale, c'est dans l'hémisphère droit. Et l'hémisphère droit, c'est l'hémisphère beaucoup plus de l'adaptation, de l'ouverture au monde. Ils sont alignés, en fait. Ils sont alignés, ils sont OK, ils sont en place. Donc, ils connaissent les règles sociales, ils sont très empathiques, ils ont une capacité à comprendre ce qu'attend l'autre d'eux et ils répondent favorablement. Par contre, donc, ils vont être promus par le système très, très facilement. Ils vont être des piliers du système parce qu'ils ne dérangent pas le système. Ils le solidifient, ils le consolident. Donc, ils sont organisés, planificateurs. C'est des gens qui vous tranquillisent finalement. C'est ça. Ils sont assez apaisants. Ils diffusent quelque chose. Ils diffusent une énergie assez sereine. Et donc, on a besoin d'eux. On a réellement besoin d'eux. Par contre... ils ont des difficultés qui se voient moins que les difficultés des philo-complexes qui sont assez spectaculaires, mais ça n'empêche qu'ils ont aussi des difficultés. Et leur difficulté principale, c'est une difficulté avec l'émotion. Parce que bizarrement, ils comprennent très bien l'émotion chez autrui, ils savent très bien utiliser cette émotion pour que l'interaction sociale se passe bien, mais... ils n'aiment pas l'émotion parce qu'ils rationalisent énormément. Ils ont besoin de rationaliser. Je fais ça parce que c'est le cortex préfrontal. Le préfrontal chez les laminaires est très, très, très actif. Il y a un très bon passage d'ailleurs où vous expliquez l'empathie dont ils font preuve. Oui. Souvent l'empathie c'est mal expliqué. Enfin, c'est très réduit. C'est ça. Mais eux, ils distinguent vraiment l'empathie de la sympathie, en fait. Voilà. Alors, nous, on distingue empathie de sympathie. L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à comprendre, à se mettre à mettre dans le pot commun émotionnel. Là, on est en train de vivre un instant, tous les deux, qui est très fort émotionnellement, n'est-ce pas ? Oui, vous êtes obligé de valider, là. Non. Non. Non, c'est très fort émotionnellement, mais comme mon technicien m'a dit qu'on avait encore 1 minute... Ah, on ne peut pas valider. Je valide. Non, on vit un moment... Okay. Parce qu'on est dans une pièce, on est dans un petit studio, et c'est vrai qu'on est à quelques mètres l'un de l'autre, et c'est vrai que c'est... Oui, et qu'on parle d'un sujet qui nous intéresse. Tous les deux. Donc, on va mettre dans le pot commun émotionnel, sauf que, étant donné que nous sommes tous les deux très professionnels, on va être empathique. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a mis tous les deux dans le pot commun émotionnel, mais on sait se distancier de l'émotion pour dire ça m'appartient et ça m'appartient pas. Et ensuite, une fois qu'on aura fermé la porte du studio, chacun va retourner à sa vie. Mais vous dites qu'en plus, ils peuvent anticiper un danger pour se préserver, pour se protéger. Les laminaires, vous voulez dire. Ouais. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant, parce que tout le monde, on dit les empathiques sont des gens qui absorbent des émotions. Mais non, pas que ça. Ça, ce sont les sympathiques. C'est pour ça que je dis que c'était intéressant que vous fassiez la distinction. Parce que l'empathique peut, s'il est bien développé, se protéger d'instinct. Il sait quelque chose qui va être nocif pour lui ou quelqu'un. Parce que la différence entre l'empathique et le sympathique, c'est que l'empathique, il va être protégé de la contagion émotionnelle. Il ne va pas se laisser prendre par il va être dans la distanciation émotionnelle. Donc le laminaire, quand il est dans l'empathie, je donne un exemple qu'un de mes professeurs qui, s'il nous entend, sourira. Et un de mes professeurs d'autrefois qui disait le lion avec la gazelle, il est empathique, mais pour la bouffer. Voilà, donc on peut être empathique, pas forcément pour le bien d'autrui, simplement pour savoir ce qu'attend l'autre et pouvoir... Stratégie de manipulation. Oui, mais manipulation, tout est manipulation. C'est pas forcément de la manipulation méchante. C'est parce que le terme est connoté négativement. La manipulation, ça n'a rien de mal. Exactement. La manipulation, c'est ce qu'on fait tous quand on débat avec des amis. On cherche à manipuler l'autre pour qu'il adopte son point de vue. Donc ça n'a rien de néfaste. Donnez-moi un exemple de laminaire, si vous en avez un. De personnalité laminaire. Parce que j'en vois pas. On les voit moins, donc j'arrive pas à...
Si, on en a plein. Attendez que ça me vienne. Donnez-moi. Tout d'un coup, ça y est, j'ai une sidération mentale parce que je suis moins proche. Moi, je suis un complexe pur jus, vous voyez. Donc, je suis moins proche. Quelqu'un de connu, mais je sais pas, un politique. Macron, ça serait un laminaire? Je suis pas sûre pour Macron. Je pense mettrai pas ma main à couper. Non. Alors non, je vais pas m'avancer sur Macron. On va dire. Je peux parler de quelqu'un d'autre fois. Allez-y. Raymond Barre. Ah ouais. Raymond Barre, laminaire, à mon sens. Qui avait une intelligence phénoménale. Moi, je l'ai connu, je l'ai rencontré, et phénoménal. Voilà, mais un pilier, quelqu'un qui a critiqué Raymond Barre. Je veux dire, bien sûr, c'était un politicien. Alors il mettait les gens dans sa poche. Mais c'est ça, c'était un pilier du système. C'est passionnant. Alors, les philo cognitifs, tiens, montrez-le à la caméra pour ceux qui verront la vidéo. Voilà, aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.